Bon, alors, merci de nous avoir rejoints pour les matinaux, comme nous, qui, avec des transports en commun, m'a-t-on dit, qui étaient en grève partiellement sur Lyon, donc ce qui expliquerait que la salle ne soit pas encore complètement pleine. Alors, ce matin, on va s'intéresser au processus de loi, et puis tout particulièrement regarder comment est-ce que l'engagement, et notamment l'engagement local, se traduit aujourd'hui dans l'ère du numérique et avec le numérique. Est-ce que ça a changé quelque chose dans le phénomène d'engagement et de participation et donc, dans un premier temps, on a demandé à une collègue élue, elle va se représenter du Grand Dôle. Du Grand Dôle, c'est bien ça, dans le Jura, et où il fait froid aussi, voilà. De nous retracer, parce qu'elle est par ailleurs chercheur, de nous retracer un petit peu le processus de loi, et notamment la loi numérique qui vient d'être votée récemment. On en parlera un petit peu, et ensuite on va s'intéresser à une controverse avec deux de nos invités qui sont respectivement Madame Cécile Treton qui finit sa thèse, on dit, elle va être soutenue très très bientôt, une thèse qui s'intéresse du point de vue de la sociologie. Ça nous paraissait intéressant de ne pas toujours parler de technique ou d'usage pratique, mais aussi de regarder un petit peu plus loin. Donc une sociologue avec nous ce matin pour s'interroger sur l'impact du numérique dans le lien social, dans la territorialité, dans l'appropriation d'un certain nombre d'enjeux. Et puis à ses côtés, pour cette controverse, Thibaut, qui appartient à Cap Collectif, on va les représenter tout à l'heure. Cap Collectif, mais c'est aussi démocratie ouverte, c'est aussi Parlement et citoyens. C'est toute ce que vous avez peut-être déjà vu, entendu, croisé, qui ont mis le numérique au cœur de la démocratie, au cœur de ces réappropriations, et qui nous racontera également ce qu'ils font et quelle est leur perception du sujet. Alors, dans un premier temps, nous allons entendre la fabrique de la loi, c'est comme ça que c'est marqué dans mon titre, moi, le processus de loi numérique, et puis je me permettrai de t'interroger s'il y a des questionnements, ou en tout cas de me faire écho des questionnements dans la salle. Merci à toi. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit ma collègue, donc je suis élue, je suis en charge du développement économique dans une agglomération du Jura, le Grand Dôle. Je me suis un petit peu intéressée à ce projet de loi. Donc, en introduction, je rappellerai que c'est la première fois qu'en France, qu'un projet de loi fait appel à une consultation citoyenne. Si la pratique est plutôt répandue en Europe, elle tarde à se développer en France. Cependant, je dirais que depuis 2015, il y a quand même un tournant qui est pris, puisqu'on compte aujourd'hui environ une dizaine d'ordonnances qui ont fait l'objet d'une consultation citoyenne. Il y a une proposition de loi sur la fin de vie qui a également été, qui a eu une consultation. Et puis, le projet de loi sur une république numérique, je crois, est le premier. Depuis, il y en a quelques autres projets ont été également étudiés et où une consultation citoyenne a été mise en place pour ces projets. En introduction, je rappellerai quand même qu'une consultation citoyenne a un double objectif. Premièrement, Internet est utilisé comme un outil de démocratie pour amplifier et moderniser un mouvement beaucoup plus ancien qui est la démocratie participative. Donc il s'agit de donner aux citoyens le moyen de se réapproprier la décision, d'une part. Et puis l'autre objectif que je soulignerai, c'est d'utiliser l'intelligence collective pour améliorer un texte de loi, pour parfaire un texte de loi. Je vais tenter de répondre à 3 questions. Premièrement, comment a-t-on demandé l'avis du citoyen, par quel outil? Ensuite, à travers ce projet de loi, je vais tenter de répondre à 2 autres questions essentielles. Qui a participé et qui a décidé au final? Alors, de toutes les consultations citoyennes, on peut noter que c'est la première fois
qu'un site est dédié à une consultation, est dédié à un projet de loi. C'est-à-dire que, contrairement à la proposition de loi qui avait fait l'objet d'une consultation citoyenne, ici, il y a eu réellement un site pour une République numérique. D'ailleurs, vous pouvez toujours consulter ce site, il est encore en ligne, qui a été développé. Alors, il y a 4 critères essentiels que je voudrais préciser par rapport à ce site. Premièrement, la communication. Je pense qu'on pourra, pour les autres initiatives, peut-être faire une communication beaucoup plus large. Ici, ce que l'on peut regretter peut-être, c'est que la communication, c'est comment dire, limité à des réseaux très professionnels. Donc, je pense qu'à l'avenir, on pourra davantage communiquer sur les chaînes de télé, sur la radio, etc., pour inviter le citoyen à participer. Est-ce à dire que tu considères que les 21 000 participants, parce qu'il y a eu 21 000 Oui. participants, ne sont pas suffisamment en masse critique importante? C'est ce qu'on doit entendre dans le propos? On verra surtout qu'en fait, les 21 000 participants ont tous une appétence pour l'informatique. Donc en fait, on est allé interroger des gens... Captifs, en fait. Voilà, captifs. Sans doute qu'on aurait pu interroger davantage. On voit que cette loi, il y a beaucoup d'avancées en matière de handicap. Peut-être qu'on aurait pu davantage cibler ces publics-là. D'accord. Je dirais plutôt le grand public. Donc la communication a augmenté telle que tu l'as décrit. C'est plutôt pour aller chercher ceux qui, a priori, n'étaient pas concernés par le sujet numérique en tant que tel. Tout à fait. Ensuite, un autre critère qui est souvent utilisé pour un petit peu évaluer ces sites, eh bien, c'est la durée, la période pendant laquelle on va interroger le citoyen. Cette période, elle doit être bien évidemment très antérieure aux travaux parlementaires, c'était le cas, et puis elle doit être limitée dans le temps. Ici, on avait 3 semaines, et ça paraît une période pertinente. Ensuite, l'élément, je dirais, essentiel, c'est la transparence. Et là, on peut dire qu'il y a vraiment eu un effort très important, puisque vous pouvez encore, je crois qu'il est diffusé à l'écran là, vous pouvez encore consulter toutes les discussions, et il y avait on pouvait retrouver tout le fil de la discussion. Donc vraiment, il y a eu un effort essentiel de fait sur la transparence. Et puis le dernier point que je tiens à souligner, c'était une réactivité de la plateforme, c'est-à-dire que on alimentait très régulièrement les commentaires, les interventions des internautes. Et donc je tiens à préciser que au niveau de cette plateforme, vraiment, on a cherché un outil très performant, et on peut dire que c'est une expérience Thibaut va être inédite. ravi, hein. C'est pas parce que Thibaut est présent à cette table ronde, mais en tant qu'informaticienne, je peux dire que vraiment, c'est un outil très performant, et on voit que le gouvernement a vraiment mis l'accent pour l'objectif de légitimité démocratique. En plus de parfaire le texte, et je le répète, on peut qualifier cette plateforme d'inédite. Alors maintenant, je vais orienter mon propos. Je vais tenter de répondre à la question qui a participé. D'après le bilan de la consultation, on s'aperçoit qu'en fait, les participants sont pour 70% des hommes, très diplômés de l'enseignement supérieur, des cadres déjà engagés dans la vie associative, franciliens, et tous ayant une réelle appétence pour le numérique. Donc en fait, la consultation citoyenne du projet de loi pour une République numérique est loin d'avoir rassemblé toute la diversité des citoyens composant la société. Pire, elle est l'œuvre d'une minorité sociale favorisée. En clair, la consultation citoyenne en ligne n'a fait qu'amplifier l'exclusion des non-représentés. Et pour reprendre, c'est d'ailleurs ce que de nombreux chercheurs soulignent, notamment Luc Blondiot, qui travaille à Paris, à l'université Paris 1, qui souligne
et je reprends ses propos, n'interviennent et ne s'expriment dans la plupart des cas que des citoyens intéressés, informés et souvent organisés sous une forme associative ou sous une autre. L'hypothèse selon laquelle il serait possible d'intéresser, de mobiliser, de faire parler dans ces instances un échantillon représentatif ou un improbable grand public n'a guère de fondement. Effectivement, donc c'est une critique, mais que je tiens quand même à souligner, hein, comme je l'ai dit en introduction, c'est la première fois qu'un projet de loi fait appel à une consultation citoyenne. Donc, même si j'ai un avis un petit peu critique, je pense qu'on ne pourra qu'améliorer. Non, ce n'est pas un avis critique, c'est un constat. Mais est-ce que nous ne faisons pas tous et toutes le même constat lorsqu'on organise une réunion publique, physique, avec des gens pour lesquels on va avoir un objet, normalement un objet d'intérêt, un objet d'intérêt collectif, on va leur demander de s'exprimer ou de venir à une réunion. On sait bien, nous les uns et les autres, qu'on a aussi toujours les mêmes, sauf que ce ne sont pas les mêmes que tu viens de citer. On est d'accord avec ça. Lorsqu'on fait nos réunions publiques politiques sur un sujet, on va avoir dans la salle physiquement toujours les mêmes, des gens disponibles, d'un certain âge, des présidents d'associations, on a toujours les mêmes. Donc dans les deux cas de figure, tu es en train de nous dire, quand on est sur un outil ou une consultation sous format numérique, on a une typologie. Et lorsqu'on fait des consultations sous d'autres formats, parce qu'on sait le faire aussi, avec évidemment, il n'y a pas 21 000 personnes dans nos salles, mais quand même, on arrive à en avoir. On a une autre typologie. Donc, est-ce que les deux ne seraient pas plutôt complémentaires? Oui, et je terminerai mes propos. Pardon. Ça sera ma conclusion. Hein. Ici, vous avez vu, en fait, je souhaite montrer que cette démocratie participative, vous verrez dans ma conclusion, elle est complémentaire à notre démocratie représentative, c'est-à-dire à nos élus. C'est en fait sur ce point-là que j'ai voulu insister. Ensuite, la question suivante à laquelle je souhaite répondre, c'est qui a décidé? Et on s'aperçoit en fait que la consultation citoyenne a eu un rôle consultatif et non délibératif. Seulement 5 articles ont été ajoutés au projet de loi. Alors, entendons-nous. Tu trouves pas que c'est énorme? Non, mais il n'y en a jamais eu avant. Alors, par contre, si on compare au nombre d'articles qui ont été ajoutés pendant les débats parlementaires, c'est très peu. Puisque, alors au final, je ne me souviens plus, vous pourrez peut-être me répondre, combien d'articles combien d'articles on a dans la loi? Non, même plus. Non, excuse-moi, je ne vais pas le faire. Il y en a, il y a quelqu'un qui a la réponse? 150. Non, ils n'ont pas non plus. Donc, je tiens à préciser, hein, la consultation, elle a mis en ligne un projet de loi qui comportait 30 articles. À l'issue de la consultation, on en a 35. Et ensuite, le projet de loi part dans le circuit législatif, c'est-à-dire Assemblée nationale et Sénat. Et au final, on vote une loi qui comporte, je crois, 150 articles, 156 articles. Voilà. Donc on voit bien qu'en fait la consultation citoyenne, avec 5 articles nouveaux, il y a quand même un problème en termes de délibératif en fait. Hein. Est-ce qu'on ne peut pas se dire quand même que c'est la première fois en France, oui, voilà, qu'on a 5, mais 5 articles qui émanent directement de la puissance citoyenne et pas par le filtre parlementaire? Est-ce que ça, en Europe ou autre part, ça n'est pas intéressant à regarder? Tout à fait, et on peut conclure, on peut affirmer que c'est une avancée démocratique, certainement, tout à fait. Hein. Mais est-ce que tu as des éléments de comparaison par rapport à l'Europe sur ce sujet-là, par exemple? Non, j'avoue que par rapport... non. Alors, également, ce que je tiens à préciser, c'est que en procédant au retrait du fameux article 8 sur les communs, hein, je rappelle, à l'issue de la consultation citoyenne, le gouvernement a décidé de retirer un article sur les communs qui, pendant la consultation, avait fait débat. Enfin, il y avait eu de nombreuses contributions sur cet article-là. Et puis, avant de proposer ce texte dans le circuit parlementaire, le gouvernement a décidé de le retirer.
Et on peut se demander si, en le retirant, on n'a pas éloigné encore plus le citoyen de la chose publique, en renforçant l'idée que la décision appartient à une élite politique impénétrable. Je pense qu'effectivement, là, et puis on pourra interroger toutes les personnes qui ont participé, notamment les associations, ça a été mal vécu en fait. Donc cette consultation, elle n'a pas permis le rapprochement des propositions des internautes de la décision du gouvernement. Le nombre de suffrages exprimés par les internautes n'a pas guidé la décision du gouvernement. Et il convient également de s'interroger, comme le font de nombreux chercheurs, dans quelle mesure cette forme de démocratie assistée par les sciences sociales n'instrumentalise pas ceux qui acceptent de participer. Dans quelle mesure les votes n'ont-ils pas influencé le choix des internautes? Combien d'internautes ont lu la totalité du texte? Les derniers articles ont-ils recueilli la même audience que les premiers? Donc on peut s'interroger, comme le font notamment Luc Blondiot, que je cite à de nombreuses fois parce que c'est un des chercheurs qui travaille le plus sur ce sujet-là, si les modes de fonctionnement ne font que singer ceux des assemblées politiques classiques, si la question des absents n'est jamais posée, comment penser dès lors qu'ils puissent contribuer à changer la donne politique? C'est une question qui a été évoquée tout au long du débat. Alors, en conclusion, si j'ai fait apparaître les limites du processus de consultation citoyenne très clairement dans mon propos, il convient cependant de retenir ce processus comme une avancée démocratique. Comme tu l'as souligné, rappelons qu'il y a quand même plus de 21 000 personnes qui ont participé à la consultation, qu'il y a 8 500 contributions qui ont été recueillies, parmi lesquelles il y a eu de nombreuses propositions d'ajout d'articles. Elle n'a pas rassemblé, certes, toute la diversité des citoyens. Cependant, je tiens à préciser que 14% des citoyens qui ont répondu au questionnaire ont moins de 24 ans et 38% ont moins de... Alors, excusez-moi, 14% ont moins de 24 ans et 38% ont moins de 34 ans. Donc, mobiliser des jeunes générations sur un projet de loi est sans doute l'un des succès de cette consultation. Également, 60% des internautes interrogés n'avaient jamais consulté un projet de loi. Donc cette consultation, elle a également le mérite d'avoir intéressé le citoyen à l'actualité législative. Et puis, on l'a vu dans les débats, cette consultation citoyenne, elle offre également la possibilité à des arguments inhabituels de se faire entendre. Ensuite, un autre élément très important, c'est que la présence des représentants d'intérêts sectoriels, qu'on appelle couramment les lobbies, a participé à crédibiliser la consultation, puisqu'en fait, ils se sont largement exprimés au cours de la consultation, souvent réputés pour agir dans l'ombre des débats. Leur présence en tant qu'acteurs a permis un débat intéressant et constructif au grand jour. Également, je tiens à souligner que les débats étaient, il n'y avait pas n'était pas partisan. On n'a pas senti la présence de partis politiques comme on peut bien évidemment le regretter parfois lors des débats parlementaires. Ensuite, lors des débats parlementaires, de nombreux députés ou sénateurs ont fait référence à la consultation citoyenne. Donc certains ont même repris des arguments de cette consultation citoyenne. Donc en conclusion, et ça sera mon mot de clôture, cette consultation citoyenne, elle apparaît comme complémentaire à la démocratie représentative. Et l'expérience menée pour ce projet de loi montre qu'on aurait tort de se priver d'une telle démarche. Il y a plus à gagner qu'à perdre. Voilà. Merci, chers collègues. Mon mot de conclusion.
Merci à toi. Alors, on voit bien que on est en train d'apprendre en marchant, hein, les uns et les autres. Moi, il me semble que dans cette grande avancée, parce que de mon point de vue, alors peut-être que je ne me suis pas présentée tout à l'heure, je suis membre du Conseil national du numérique, outre être également élu local. Et donc j'ai peut-être un regard un peu biaisé ou un peu partisan, mais quand même, j'essaye d'être au milieu de ces deux sujets. Toute cette démarche, elle a été portée en grande partie par le Conseil national du numérique, puisqu'il y a eu avant, et peut-être que tu n'en as pas parlé, une contribution. Et je voudrais juste remettre, avant d'entamer la deuxième partie du débat, c'est que lorsqu'on demande aux gens de s'exprimer sur un sujet, là c'est un sujet de loi, ça pourrait être d'autres sujets, des sujets d'organisation locale, puisqu'on va partir maintenant vers le local. Et encore faut-il qu'ils aient de l'information et qu'ils soient nourris, qu'ils soient éclairés. On ne demande pas aux gens d'arbitrer ou de prendre des décisions s'ils n'ont pas été nourris et de contenu avant. Et avant ces débats en ligne, ici analysés fort justement par notre collègue, préalablement, il y a eu des contributions et organisées physiquement dans plusieurs villes en France, Lille, Bordeaux et d'autres, qui ont porté et animé des débats physiques avec des gens qui venaient à partir de contenus qui avaient été récupérés lors de la contribution en ligne. Donc il y a aussi ces deux aspects, et c'est ce que je voulais peut-être compléter avec ton excellente analyse préalable, c'est de se dire que là, on est sur l'aboutissement d'un processus qui a pris du temps aussi avant, parce qu'on ne peut pas engager ce tel processus s'il n'y a pas d'abord un éclairage harmonieux de nos concitoyens pour les amener à décider. Mettre ce type d'outils dans nos territoires, dans nos collectivités, lorsqu'il n'y a pas en amont une explication donnée, ça, c'est juste inadapté, me semble-t-il. Tout à fait. Et je tenais à revenir sur le rapport que vous avez remis, donc le Conseil national du numérique, qui est très complet et qui est surtout transversal. On aborde l'économie du numérique, on aborde le médical, on aborde la formation, etc. Alors, j'ai eu quelques regrets quand j'ai pris connaissance du projet de loi qui avait été porté par le gouvernement, parce qu'il était au contraire très restrictif. On n'était plus du tout sur du transversal. Il y a beaucoup de sujets qui étaient abordés dans votre rapport, vraiment que je souligne très complet, qui n'ont pas été repris. Et je crois qu'il y a eu quelques frustrations quand même quand on a découvert ce projet de loi. On attendait beaucoup et en fait on a été un petit peu déçus du contenu qui s'est limité à, je dirais, environ 5 thématiques. On aurait aimé qu'il soit... Nous aussi, on en est d'accord. alors maintenant, on va aller regarder. Donc c'est une controverse. On m'a dit qu'il faut une controverse. En fait, il faut qu'ils débattent. Il ne faut pas qu'ils soient tout à fait d'accord. Donc on va essayer de voir si c'est le cas. On va d'abord donner la parole donc à Cécile Treton, donc pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, donc Cécile Treton est consultante en innovation sociale. Elle vient de rédiger une thèse sur le lien social et elle s'est tout particulièrement intéressée à la territorialité, au territoire, au numérique et à l'impact que le numérique a sur ce lien social et notamment sur l'engagement. Et c'est ce dont on va parler ce matin. Donc je vais déjà lui demander qu'elle nous retrace ce qu'il y a dans cette thèse, qu'on aura peut-être les uns et les autres l'occasion de découvrir. Et puis dans quelques temps, je crois que c'est une soutenance en février, c'est ça ? En mars. Oui. Alors en mars, voilà. Et donc les réseaux sociaux sont là pour que tu puisses nous dire ça y est, c'est fait. Et voilà ce qui en est ressorti. Mais en avant-première, si tu peux déjà nous donner ce constat qu'on a pu échanger autour d'un café, de cet engagement des citoyens, de la territorialité avec le numérique. Quelle est ton analyse sur le sujet ? Oui. Alors, je mène ma thèse à l'Institut francilien des sciences de l'information, rattaché au CNAM. Au départ, alors mon sujet porté parce que je me suis un petit peu éloignée après, mais porté sur le sentiment de solitude et notamment le sentiment de solitude des personnes âgées. Moi, je me suis posé la question de la non-participation, justement, qui passe par le sentiment de solitude, c'est-à-dire un sentiment de retrait de la vie sociale. Voilà. Donc, j'ai pas étudié le sentiment de solitude, mais j'ai étudié la manière dont les personnes âgées
à partir de la retraite et jusqu'à un âge très avancé, se relier aux autres et recréer un environnement social. Il faut dire que si on le remet dans le contexte qui nous intéresse aussi, qui est celui de l'engagement, et donc il y a aussi le bulletin qu'on va finir par mettre dans l'urne, je vous rappelle au passage que l'essentiel des électeurs qui se déplacent jusqu'aux urnes aujourd'hui sont plutôt dans une gamme d'âge qui n'est pas celle des 20 ans évoquée tout à l'heure, hein. C'est juste pour remettre cette pendule-là, que là on s'est intéressé avec Céline à une population qui est une population qui normalement est dans l'action de la citoyenneté, parce que c'est celle qui va mettre un bulletin dans l'urne. Donc je te laisse poursuivre sur les analyses. Oui, donc ce qui m'est apparu, c'est que déjà, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, puisque la question était liée au numérique, à la communication digitale, la plupart des personnes que j'ai été voir, j'ai enregistré environ 45 heures de témoignages, utilisent les supports numériques, donc elles ne sont pas du tout en dehors de la communication digitale. Ce que j'ai étudié, donc, c'est le lien social. Je l'ai étudié, et je tiens à le préciser, souvent on parle de lien social en parlant des réseaux sociaux numériques dans une logique de capitalisation de ressources et liée notamment à la recherche d'emploi, avec une dimension économique du réseau social et du lien social. On parle souvent de la socialisation comme un besoin de l'humain, puisqu'en fait il s'agit là de survie, et donc de survie matérielle et économique. Moi, j'ai étudié le lien social sous un autre angle, c'est-à-dire celui de la reconnaissance. Donc il s'agit d'un lien social qui m'apparaît intéressant comme une expérience vécue et qui permet à la personne, dans sa relation à l'autre et dans sa coopération, notamment avec le territoire, mais on le verra tout à l'heure, d'exister et de s'affirmer. Voire dans son dialogue avec l'autre, de devenir, de transformer même le territoire, et transformer aussi et de faire évoluer son identité. Voilà comment j'ai abordé le sujet. Alors c'est peut-être un peu étonnant dans un contexte de numérique et souvent lié à la data, mais il me semblait important d'aller vers l'expérience vécue. Souvent, le numérique, finalement, est conçu les modèles que nous utilisons aujourd'hui peuvent être perçus comme contraignants. Ils privilégient le fonctionnel. Et j'ai été, au-delà d'être chercheuse, j'ai une expérience de directrice des expérimentations dans une start-up. Il s'est trouvé qu'à un moment donné, on s'est posé la question d'utiliser notre support numérique pour aider au sentiment, à la réduction du sentiment de solitude des personnes âgées. Voilà comment est venu le sujet. Et là, je me suis posé vraiment une question éthique et je me suis demandé comment on pouvait, avec notre support de télécommunication, réduire quelque chose qui relevait de l'affect et de l'émotion. Et ça explique pourquoi j'ai fait ce sujet. Ce que je conclus aujourd'hui rapidement, c'est que ce que j'observe, c'est que la personne, quand elle crée son réseau relationnel et qu'envers les autres, elle a deux manières de procéder. D'une part, une manière stratégique, c'est-à-dire qu'elle utilise des ressources, elle utilise des supports numériques, et puis une manière que moi j'appelle créative, qui est liée à son identité, à la manière dont elle perçoit les autres, le monde, etc. Et ces deux manières-là, il me semble qu'il faut vraiment les prendre en compte parce qu'elles se nourrissent mutuellement. Et à travers ces deux manières, le support numérique, finalement, apparaît comme un support symbolique d'ouverture vers l'autre, d'ouverture vers le territoire. Alors, merci de ce premier propos. Donc le numérique qui apparaît comme ce support d'ouverture pour mieux communiquer, pour sortir de ces exclusions, on l'entend, pour renouer du lien. Alors le lien social, là où il est peut-être un peu rompu aussi, c'est celui qui intéresse le citoyen et l'élu parfois. Et c'est là-dessus que je vais interroger Thibault. Alors Thibault, je reprends également pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Donc Thibault Dermancourt est directeur du conseil d'administration
de la société Cap Collectif, qui se définit, comme vous le savez, comme un créateur de solutions d'intelligence collective. Donc on est vraiment en plein dans le sujet. Donc Cap Collectif, en fait, est assez jeune, hein, c'est de 2014, mais elle prend naissance dans la continuité de Démocratie ouverte et notamment de la plateforme Parlement et citoyens qui vient d'être évoquée tout à l'heure dans l'analyse de la construction de la loi, puisque c'est avec cet outil Parlement et citoyens, la plateforme Parlement et citoyens, que le Conseil national du numérique dans sa contribution et le projet de loi, donc le ministère pour le projet de loi numérique, a également fait travailler cette plateforme pour que l'on puisse avoir ce que vous avez encore derrière moi affiché ici. Donc c'est fort de cette expérience et de ces expériences qu'on va demander à Thibault comment est-ce que lui, avec ce qu'il analyse et ses équipes en interne, comment est-ce qu'il voit ce lien numérique, social pour autant, entre le citoyen et l'élu. Quelle est son analyse et peut-être quelle est la place de cette relation aujourd'hui rebattue avec le numérique? Oui, bonjour à tous. Comme on est dans une controverse, on va essayer un peu de pimenter les débats. Le premier point, c'est sur la question de la fracture numérique. Moi, globalement, la fracture numérique, je la vois pas chez les habitants, je la vois pas chez les usagers. Par contre, elle est assez présente chez les décideurs et elle est assez présente dans les élites. Quand on va dans des collectivités, quand on parle numérique, collectivités et aussi ministères, il y a un vrai problème de compréhension des enjeux et aussi des compréhensions fonctionnelles simplement qui créent une peur qui n'a pas lieu d'être. Quand on va raconter notre popote, hein, comme on le fait comme certainement beaucoup de personnes ici, sur comment on pourrait améliorer les choses avec le numérique, on voit bien qu'il y a un sujet qui est quand même assez récurrent, c'est les décideurs, on va l'appeler de manière très générique, qui se posent la question de savoir le numérique pour plus tard. Comment je peux anticiper le virage du numérique? Mais moi, quand j'entends une collectivité ou un ministère me dire qu'il essaye d'anticiper le virage du numérique, ça me fait un peu peur parce que le virage du numérique, il a déjà 20 ans. Là, il s'agit plus de combler un retard dans la relation. On est déjà dans le fossé, c'est ça? Assez on a loupé largement, le virage mais complètement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais oui, complètement. On essaye juste de rattraper des usages. Aujourd'hui, une des raisons notamment de la défiance du politique, me semble-t-il, envers les citoyens et la défiance réciproque du citoyen envers le politique, c'est justement ce décalage-là. Ce que nous, on essaye de faire, c'est effectivement comment on passe à des nouveaux modes de gouvernance qui sont plus collaboratifs et plus transparents, parce que c'est déjà comme ça que ça se passe, parce que ça commence à se passer comme ça dans les lieux de vie, de travail, de socialisation, et qu'avec le numérique, il y a de nouveaux modes de relations qui sont en train de se mettre en place. Les modes classiques, pyramidaux et en silo, c'est devenu tarte à la crème de le dire, mais c'est ça qui marche pas et c'est ça qu'on essaye de changer. Donc à travers le numérique comme outil, d'introduire des dispositifs qui sont plus participatifs et plus transparents, parce que, encore une fois, nous, pourquoi on a fait tout ça, c'est simplement la fabrique de la loi aujourd'hui. Enfin, j'entends les remarques, mais la fabrique de la loi aujourd'hui, elle se fait à quelques-uns et à huis clos. Nous, on a fait une plateforme pour faire en sorte que ça puisse se passer à ciel ouvert, donc en transparence, avec le fait que les corps intermédiaires puissent publiquement, en ligne, déposer leurs contributions, et pas simplement dans le bureau du ministre ou du parlementaire en faisant un petit forcing pour que son argument passe, pas forcément sa position, mais simplement que son argument à lui passe. L'autre point sur ce sujet-là aussi, c'est qu'aujourd'hui, la fracture civique me paraît largement plus importante que la fracture numérique. Pourquoi effectivement on fait tout ça? C'est bien qu'aujourd'hui on est quand même dans un contexte qui est peut-être important de rappeler, de grosse défiance au niveau de la question démocratique. On ne peut pas faire totalement abstraction de ce sujet-là. Est-ce que l'outil et ces outils, parce qu'ils commencent à être pléthoriques, hein, quand on parle des Civitech au sens large, hein, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé cette terminologie, les Civitech, c'est tout ce monde des applications numériques ou des plateformes qui s'intéressent au fait de faire mieux vivre la démocratie. Est-ce que de ton point de vue, le monde des Civitech, donc de ces plateformes, donc au-delà même de Cap Collectif, sont des accélérateurs de démocratie ou d'une nouvelle démocratie? Vous trouvez énormément de choses. Il y a des gens qui ont des points de vue beaucoup plus axés sur la démocratie directe, avec les pratiques du mandat impératif, où là, typiquement, vous parlez de la question de la consultation, où le vote devient l'action réellement du gouvernement. C'est une manière de faire les choses, c'est pas la nôtre, puisque nous, on est vraiment sur la consultation et l'articulation entre une démocratie représentative et participative, entre des avis qu'il s'agit d'enrichir par le numérique et par l'argumentation pour avoir une diversité de points de vue. Mais encore une fois, il y a je pense que le projet commun, il est, en tout cas, peut-être que des gens ne le partagent pas sur
sur la question de la civic tech, mais il y a un certain nombre de débats qui, moi, me paraissent périphériques. Il y a un certain nombre de débats qui doivent être remis au centre du sujet. C'est est-ce qu'aujourd'hui, les collectivités et les gouvernements répondent aux besoins de leurs administrés et de leur population, et avec quelle méthode ? Et aujourd'hui, avec le numérique, il y a la capacité, à travers des processus transparents et de recensement, de sortir d'un dialogue qui est quasi exclusif entre quelques-uns et les élus. Et tout l'enjeu, il est là. Après, 21 000 personnes, c'est pas 66 millions. Mais après, du coup, on va nous dire, oui, vous êtes dans le solutionnisme technologique, mais en fait, on est dans le solutionnisme de rien du tout. C'est simplement qu'à chaque fois, on nous pose la question sur les plateformes. Est-ce que vos boutons de vote, c'est un algorithme ou un code? Il est transparent, pas ouvert, tout ce que vous voulez, semi-caché. Mais jamais on nous pose la question de savoir, encore une fois, à partir de qu'est-ce qu'on essaye de changer à travers ça, et aussi quel est le constat actuel du dysfonctionnement qu'on essaye de résoudre à travers le numérique. Nous, la première promesse, elle est sur la transparence des débats. Et est-ce qu'aujourd'hui, on considère que, au niveau des collectivités, du gouvernement, des entreprises, tout se passe dans la transparence? Moi, je pense que non. Donc on est sur le sujet de la transparence. Et que c'est la raison d'un manque d'efficacité, parce qu'encore une fois, les consultations, c'est pas simplement pour permettre aux gens de s'exprimer, répondre aux besoins, de se dire oh là là, j'ai envie de donner mon avis à tout prix. C'est est-ce qu'en ouvrant le périmètre à d'autres publics, et est-ce qu'en mettant tout ça en ligne dans un processus qui est plus transparent qu'actuel, on arrive à des meilleures décisions? La vraie question pour nous de fond, c'est est-ce qu'on a une capacité à réintroduire dans le cycle dont on pratique les politiques publiques, de réintroduire par une plus large participation et par de la transparence, des meilleures décisions finales qui seront plus appropriées aussi, et surtout d'efficacité grande, parce que sinon tout ça effectivement ce sera ce vers quoi nous-mêmes on voit bien que, y compris les médias, cherchent à nous emmener, à savoir la démocratie un peu gadget. Mais les gens attendent une seule chose, et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ces outils-là le permettent? Est-ce que on va davantage résoudre leurs problèmes? Tout le reste est périphérique. Alors, oui, je tiens à réagir. Effectivement, dans mon débat, j'ai présenté un petit peu les limites. Mais je rappelle, c'est réellement une avancée démocratique que d'avoir mis en ligne. Après, le reproche que j'ai formulé également, c'est sur le contenu. Mais je sais bien que là, de toute façon, ça ne vous appartient pas. C'est le gouvernement qui a limité un texte. Et puis, on parle de fracture, vous parlez de la réticence des élus, mais moi, je voudrais aussi insister sur une autre fracture, c'est la couverture du territoire. Et là encore, on va avoir des échéances électorales dans quelques mois et j'aimerais qu'on s'engage sur une couverture en très haut débit de tout le territoire. Moi, j'appartiens à une collectivité où on a beaucoup de communes rurales où on n'a pas un accès suffisant au débit. Et donc là, se pose pas la question de savoir si on va participer ou pas à une consultation citoyenne. Dans ce cas-là, on participera en venant dans ta mairie pour aller mettre un petit bulletin. Tout à fait. Alors, on va terminer, on va repartir sur Céline pour revenir sur le territoire, parce que ce que vous dites les uns les autres, c'est que voilà, c'est bien, ça a ses limites, ça redynamise. Et la question que l'on se pose, c'est oui, mais en fait, chez nous, sur notre territoire, dans nos bassins de vie, est-ce que ça marche? Est-ce que ça a un intérêt? Et est-ce que j'y arrive? Est-ce que les gens vont le faire? Parce que là, on parlait d'un projet national. Souvent, les consultations ou les contributions, voire d'autres outils de la Civitech, que sont les pétitions en ligne, on sait que ça fait masse, mais ça fait masse sur toute la France. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de se dire, mais dans le territoire, avec mon voisin d'à côté, est-ce que ces outils-là, ça fonctionne aussi? Est-ce qu'on peut y attendre plus d'engagement? Et peut-être que l'appropriation territoriale est intéressante. Je renvoie la parole à Céline sur le sujet. Oui. Alors moi, justement, je voudrais revenir sur la notion de dialogue soulevée par Thibault, parce qu'effectivement, c'est quand même le principal, c'est le dialogue. En fait, moi, ce que j'ai observé à travers les témoignages, c'est que le dialogue, c'est-à-dire ce que je conçois comme en fait la relation vers l'autre ou vers le territoire, ça relève d'abord de la part des personnes d'un choix. Il y a vraiment un choix. On est tous faits de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait, on sélectionne nos contacts et on choisit, on fait même une graduation dans les contacts qu'on a. Et d'ailleurs, cette graduation est très bien rendue à travers les réseaux sociaux, dans la manière dont ils sont conçus. Donc, les personnes choisissent, et ce qui m'a vraiment intriguée, en fait, et notamment de la part des personnes âgées, c'est que elles font des choix de personnes. Bon, ça c'est assez logique, mais elles font aussi des choix dans l'utilisation des supports numériques.
Pour exemple, quand elles s'adressent, et elles étaient vraiment toutes comme ça, c'est-à-dire quand elles s'adressaient à des personnes, aux meilleurs amis ou à la famille, elles privilégiaient Skype. Et puis, quand elles devaient communiquer avec des copains ou le voisinage, là, elles utilisaient les messageries. Il y en avait beaucoup, surtout à partir d'un âge, on va dire, assez avancé, qui m'expliquaient qu'elles étaient méfiantes par rapport aux réseaux sociaux numériques. Parce que là, c'était on ne maîtrise pas, on ne sait pas où va l'info, donc on a peur. Donc ça veut bien dire qu'en fait, l'individu sélectionne ses contacts, mais plus largement, il sélectionne ses supports de communication. Encore une fois, elles ont intégré les supports numériques dans leur mode de faire. Et aussi, elles sélectionnent sur le territoire, et c'est là que ça devient intéressant aussi, c'est que finalement, le support numérique les aide à anticiper, à organiser le faire sur le territoire. C'est-à-dire par exemple, elles utilisent le support pour organiser des rencontres réelles sur le territoire. Et du coup, le support sert pour se mettre d'accord, pour donner une heure de rencontre, etc. Ces rencontres... Donc on passe du virtuel au réel. Absolument. C'est ça qui nous intéresse dans la territorialité. Hein, tout à fait. On va moins facilement voir nos amis Facebook à San Francisco ou à Singapour. C'est moins pratique en même temps. Oui. Mais celui qui est au bout de la rue, on sait le faire. Et c'est ça que recrée le numérique aussi. Donc il y a aussi des débats, j'imagine. Absolument. Et en fait, ce qu'elles cherchent, alors elles privilégient d'ailleurs les personnes qu'elles connaissent qui sont loin. Finalement, bon, elles les intègrent dans leur environnement affectif et relationnel, mais de toute façon, ce qu'elles cherchent en priorité, c'est quand même le territoire de proximité, c'est-à-dire le contact de proximité, même si en termes d'engagement affectif, il est moindre. Et donc, le support numérique est un facilitateur, en quelque sorte, pour rentrer sur ce territoire réel. Et d'appartenance, tu me disais en aparté aussi. Oui, voilà. Cette logique d'appartenance à un territoire. Voilà. Alors, cette appartenance, elle se constitue à travers une coopération du faire, c'est-à-dire un désir de faire et un désir de faire avec l'autre, qui passe, et là on rejoint des choses qui ont été abordées hier, hein, c'est-à-dire effectivement le fait qu'elles se reconnaissent dans des tiers-lieux. Alors forcément pour les personnes âgées, les tiers-lieux sont pas forcément ce qu'on peut voir sur le coworking, etc. Parce que le tiers-lieu, pour les personnes qui me parlaient, ça pouvait être le café du coin. Voilà. Ou bien souvent forcément l'association, sachant que le moteur de tout ça, et ça c'est un élément extrêmement important, c'est vraiment le désir et c'est le plaisir de faire ensemble. Au fond, ce qu'on fait ensemble, peu importe, parce que finalement, quand elles parlent, c'est le plaisir. Moi, j'ai vu des personnes, je pense notamment à Thérèse, une personne qui a monté la maison des Baba Yaga à Montreuil, une personne âgée, très investie, très militante. Thérèse, elle est militante, mais d'abord, elle se fait plaisir. Elle se fait plaisir de militer avec les autres. Et toutes les personnes que j'ai interviewées, c'est vraiment ce qu'elles recherchent en priorité. Au fond, c'est pas forcément une information. Hein, c'est le contenu, vraiment, c'est assez intéressant. Hein. C'est vraiment le fait d'être avec d'autres personnes, de coopérer, et puis d'être content d'être avec les autres. C'est ça qui est vraiment intéressant dans cette analyse, c'est que à vous entendre, on n'est pas tant sur le fait de se gaver d'informations, parce qu'on est vraiment dans une société de cet ordre, y compris pour prendre des choix électoraux, mais c'est dans la nécessité et l'envie. Je crois que tu as dit quelque chose encore plus important que ce qu'on disait encore hier. Bien sûr qu'on est dans le besoin de faire, mais l'envie de faire, donner envie est certainement un sujet d'engagement aussi, puisque si on donne envie de faire la loi ou de décider, eh bien, on est dans l'engagement. Alors, je vais juste vous demander, parce que je vois qu'il est déjà 10h et puis qu'après, il y a une visite de village, peut-être de nous donner votre point de vue pour demain. Comment est-ce que vous voyez ces implications en localisation, en localité, sur les territoires, de la place de ces outils numériques? Toi, tu l'as dit, c'est envie de faire, retrouver du virtuel à travers du réel, pardon, à partir du virtuel. Est-ce que ces outils vont améliorer la relation entre élus et citoyens pour Thibault? Et puis peut-être pour nous, est-ce que on aura une meilleure adaptabilité des lois ou des décisions, tout simplement en local, des décisions que nous prenons avec la représentation et la consultation sur nos territoires. Peut-être chacun d'entre vous, si tu veux bien, on va commencer par toi, parce que comme ça. Donc oui, et simplement par la preuve de ce que les consultations ou les produits ou les applications auront apporté comme plus-value.
pas par un supplément de communication ou un supplément d'intention, simplement par la preuve. Est-ce qu'on aura plus d'électeurs dans les urnes? La preuve, tu dis la preuve. Alors, qu'est-ce que tu penses pouvoir nous donner comme jauge, dire que ça améliore la démocratie? Comment on va l'attraper, ça? Comment est-ce qu'on va dire, avec les outils numériques, ça a amélioré la démocratie? Enfin, le score d'abstention est pas un indicateur à ce niveau-là. C'est l'indicateur de l'échec, pas forcément l'indicateur de réussite de reste. Donc, est-ce que celui de la participation est un indicateur de réussite? Oui, je pense assez conséquemment, oui. D'accord. Donc, on prend ça, là? Allez, on prend ça. Non, on en prendra d'autres après, mais là, on prend ça. Ok. Oui, moi ce que je dirais, c'est que il faut vraiment, enfin peut-être que le support numérique doit encore réfléchir sur ce qu'on appelle, ce que Manuel Zaclade appelle les transactions inventives, c'est-à-dire en fait concevoir des espaces, des supports qui soient. Alors c'est vrai qu'actuellement on pense beaucoup à ça, aux supports immersifs, etc. Moi je crois beaucoup à la cartographie, je crois beaucoup aux supports qui finalement rappellent la réalité du territoire. Et je pense aussi qu'il faut mettre en place aussi ce que Fabienne Martin-Juchat appelle l'écologie affectivo-cognitive, c'est-à-dire qu'en fait de ne pas déconnecter. T'as été trop vite là. L'écologie affectivo-cognitive, c'est-à-dire ne pas déconnecter le support du territoire et mettre en place un ensemble d'outils qui se complètent, des outils de présence en présentiel et puis des outils à distance. C'est ce qu'a fait d'ailleurs la ville de Lyon, qu'elle nous décrivait hier, c'est-à-dire en fait créer une atmosphère qui favorise la confiance et le rapport à l'autre. Et je parle souvent de territoire de connivence. Voilà, territoire de connivence, très bien. Alors, elle a son micro, vas-y. Donc, est-ce que les décisions ou les projets de loi, mais les décisions que nous prenons sur les territoires tout particulièrement, seront meilleures parce qu'ils vont intégrer la légitimité démocratique du suffrage et donc du décideur politique, et puis aussi de cette consultation? Oui, je pense qu'actuellement, de toute façon, seuls nos représentants élus détiennent in fine la décision, le privilège de la décision. C'est vrai qu'on peut espérer, avec ces outils-là, avoir une décision plus juste, enfin, en tous les cas, qui soit portée par davantage de citoyens. C'est un outil, effectivement. Je pense plus juste, ça veut dire plus pertinente pour répondre aux besoins, ou plus acceptée? Plus acceptée, car plus discutée par plus de nombre de citoyens, plus grand nombre de citoyens. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et puis merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Et je crois qu'il y a une visite de village. Merci à vous.